Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et je vous propose d'écouter mon interview dans le podcast du freelance. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai eu le plaisir d'échanger avec Dominique Dufour dans le cadre de son podcast du freelance. Il m'avait invité à venir présenter un livre professionnel qui m'a particulièrement marqué et inspiré. Merci Dominique pour cet échange et je vous propose d'écouter ça dans la suite. Salut à vous, dans ce nouvel épisode, j'ai interviewé Nicolas Frébourg. Nicolas, je le connais parce qu'il a suivi une de mes formations en ligne pour devenir freelance. Depuis, il vit sa vie d'indépendant et le livre qu'il va nous présenter aujourd'hui, qu'il a lu il y a 8 ans, a été certainement aussi un des déclencheurs de sa déclaration d'indépendance. Nicolas Frébourg. Première question toute simple, qui es-tu et que fais-tu ? Alors moi je suis Nicolas Frébourg, je suis consultant facilitateur en amélioration continue des organisations et des systèmes de management. Alors c'est un grand mot, un grand titre, mais en fait concrètement j'accompagne les entreprises, mais aussi ça peut être des collectivités, des associations, éventuellement des particuliers, pourquoi pas, pour les aider à mettre ce que j'appelle de l'huile dans les rouages de leur fonctionnement et de leur quotidien, et ça tombe bien parce que de l'huile dans les rouages, c'est le nom de mon entreprise et du podcast que je suis en train de lancer, tu vois. Donc on est dans cette démarche-là, et concrètement comment je procède, quand j'interviens, je fais un diagnostic du fonctionnement des personnes qui me sollicitent, je les aide à élaborer un plan d'action adapté, et puis surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est d'assurer un suivi derrière, quelque chose de rigoureux et méthodique, pour pas être dans une démarche un peu de résolution de début d'année, c'est-à-dire qu'on est bien motivé, puis au bout du premier trimestre, on les a déjà oubliés, quoi. Moi, je connais le concept, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'amélioration continue ? Alors oui, c'est pour faire simple, en fait, ça vient aussi, c'est quelque chose qui vient de mon passé professionnel, puisque j'étais responsable qualité dans un grand groupe. Et donc l'amélioration continue, ça vient plutôt des démarches de qualité, mais aussi du lean management, ou des choses de cet ordre-là. Donc l'amélioration continue, comme son nom l'indique, c'est toujours essayer de faire mieux demain que ce qu'on était aujourd'hui ou même hier. Donc il y a quelque chose qui le résume ou qui le matérialise régulièrement, c'est ce qu'on appelle la route d'Hemming. Je sais pas si tu connais. Oui. C'est un visuel justement avec une sorte de roue qui est sur une pente avec les lettres PDCA, Plan, Do, Check, Act. Et en fait, à chaque fois, on doit mettre en place ces étapes de planifier, de faire, de vérifier et d'agir derrière pour faire en sorte que effectivement on progresse toujours à chaque fois et qu'on ne recule pas, en fait. C'est ça, l'amélioration continue. Alors ça veut pas dire, c'est un peu des fois mal interprété les démarches qualité et l'amélioration continue. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas pour moi parce que je suis pas au niveau, parce que c'est compliqué, parce que quand je vois ce qu'il faut faire, j'y arriverai jamais. Mais en fait, le terme amélioration continue pour moi il est important parce que ça veut dire que on peut partir de zéro, de rien. L'important, c'est la démarche d'amélioration. C'est de s'inscrire dans une démarche de progrès. Et souvent, je fais l'allégorie c'est comme un escalier, quoi. On le saute jamais d'un seul pas. On fait une marche après une marche. Et l'important, c'est d'arriver en haut, quoi. Ouais, exact. Et puis, c'est une méthode qui fonctionne bien, notamment dans les entreprises. Par exemple, il y a un dysfonctionnement dans un groupe de collaborateurs ou sur un projet, et l'idée de l'amélioration continue, c'est justement d'identifier les pain points, les douleurs, et comment mettre en place des plans d'action pour pouvoir les résoudre ou résoudre une partie et ainsi après de façon itérative s'améliorer en avançant. Exactement, c'est très très bien résumé, c'est tout à fait ça. Et effectivement, ce qui est important, c'est l'aspect, comme tu dis, c'est collaborateur aussi, c'est management, c'est-à-dire que souvent on le voit comme quelque chose de production essentiellement. Mais non, ça met aussi justement, si j'aime bien l'image de l'huile dans les rouages, c'est tous les rouages de l'entreprise. Ça met aussi en la sensibilité humaine est importante aussi dans ces sujets-là, les dysfonctionnements d'organisation. Voilà, il y a tout c'est un ensemble. Là actuellement, en même temps, en plus en ce moment, c'est difficile de dire ça sans que les gens se disent c'est peut-être pas le moment, mais moi je pense que c'est justement le moment pour un peu challenger son fonctionnement et son organisation en se disant d'habitude j'ai jamais le temps, j'ai toujours la tête sous l'eau parce que le quotidien me happe toute mon énergie, et là le fait d'avoir un petit peu de recul forcé malheureusement avec les conditions qu'on connaît peut permettre justement de réfléchir et de se dire tiens, où est-ce qu'il y a des petits grains de sable un peu partout dans mon organisation que je prends jamais le temps de gérer, et là ça peut être l'occasion de pouvoir être prêt pour repartir, pour que la machine justement elle se remette en marche le plus rapidement possible plutôt que d'avoir une grosse inertie à relancer plus tard, quoi. Et justement, en cette période de confinement, cette prestation, tu peux également la proposer à distance, j'imagine ? Tout à fait.
Globalement, forcément, comme on disait, à partir du moment où ça touche à l'organisationnel, c'est bien de rencontrer les gens au moins une fois, mais effectivement, à situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle, on peut facilement, on a la chance, dans notre malheur, d'avoir des outils à notre disposition actuellement qui nous permettent de travailler à distance. Ça aurait pas été le cas il y a 10 ans, on aurait été plus embêtés. Là, on peut le faire. On peut faire des podcasts, on peut faire des visios, on peut faire des questions-réponses, on peut faire plein de choses. Et ne serait-ce qu'un petit accompagnement pour aider les gens à identifier leurs petits points de faiblesse et aussi les points forts, parce qu'il faut pas oublier les points forts, il faut capitaliser sur les points forts. Et ben ça se fait à distance sans aucun problème. L'audit diagnostic, on peut le faire à distance. Alors Nicolas, si je t'ai invité, c'est que tu nous présentes un livre professionnel qui a eu un impact sur toi, sur ton activité, sur ta façon de la gérer. Et donc, quel est ce livre ? Alors, je te cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce livre, parce que il y en a beaucoup qui me sont venus en tête, et du coup, ça m'a donné envie justement d'en partager dans mon podcast que j'évoquais tout à l'heure. Toi, tu m'as initié une nouvelle idée dans mon projet de podcast, donc je te remercie. Alors, le titre que je vais te donner, c'est en français, ça s'appelle S'organiser pour réussir, mais c'est Getting Things Done de David Allen. Alors, c'est un grand classique, mais avant que tu nous détailles un petit peu tout ça, j'aimerais savoir aussi quels sont les livres que tu as écartés du coup, parce que c'est souvent intéressant de savoir ce que tu n'as pas pris. Au début, je voulais parler de Start with Why, mais ça a déjà été présenté très très bien dans ton même podcast il y a quelques jours, le livre de Simon Sinek, donc qui est vraiment très bien. Et en plus, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire donner du sens à ce qu'on fait. Donc, pour cela, il faut forcément définir pourquoi on le fait. Donc ça me paraît important. Donc, je vous invite à réécouter l'épisode qui en parle, d'ailleurs. J'ai failli parler du dernier que j'ai lu, qui s'appelle Tous Winners, comprendre les logiques du succès, de Malcolm Gladwell, mais je manque encore un petit peu de recul, mais c'en est un qui est important, si vous connaissez, c'est celui qui a la théorie des 10 000 heures pour devenir un expert dans n'importe quel domaine. Je vous conseille Malcolm Gladwell, The Tipping Point, Outliners, c'est vraiment un très bon auteur. Ouais. Et puis, j'ai failli aussi parler du premier, celui qui a un peu mis je dirais le pied à l'étrier de tout ce type de livre que je suis, c'était forcément La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est aussi un livre très très connu, mais moi avec ce livre, c'est vrai que j'ai ouvert un peu, comment on peut dire, la boîte de Pandore des livres d'organisation. Avant, je le faisais pas forcément. Je m'y suis mis quand j'étais amené à prendre des fonctions de direction et de management importants dans mon passé professionnel. Ça m'a donné, ça a été un révélateur en fait. Même si au final, c'est pas celui qui m'a le plus influencé dans mon quotidien. Dans mon quotidien, c'est vraiment Getting Things Done qui est celui qui est un petit peu la colonne vertébrale de mon fonctionnement actuel, quoi. Alors justement, ce livre, de quoi ça parle et en quoi ça a eu justement un impact sur ta colonne vertébrale de ton activité ? Alors, ça repose globalement sur deux grands principes, deux grands objectifs, qui sont des objectifs. C'est vraiment un outil d'organisation, Getting Things Done, pardon. Donc l'objectif, c'est déjà de recenser toutes les tâches qu'on a à accomplir à plus ou moins grande échéance, maintenant, plus tard, un jour, éventuellement, sans les catégoriser par importance, par ampleur, etc. Et puis d'avoir un système cohérent dans lequel on peut se fier en se disant ça, je n'oublierai pas. C'est une tâche, je sais que je pourrais y revenir sans aucun problème. Et en fait, c'est ce qui est très important par rapport à ça, c'est le fait qu'on n'ait pas toujours notre esprit qui soit toujours à nous rappeler de j'ai ça à faire, et en fait qu'on soit toujours dans l'anticipation d'un quelque chose qu'on va avoir à faire et pas être dans l'action actuelle. Et donc ça permet aussi d'aider il y a des outils d'aide à la décision par rapport aux tâches qu'on a identifiées, etc. Donc ça définit un petit peu un cadre pour nos actions, mais vraiment quand je dis un cadre, c'est vraiment quelque chose d'assez lâche. C'est pas un carcan, c'est pas quelque chose de restrictif, c'est vraiment un cadre qui nous permet d'être à l'aise finalement. Donc moi, ce que j'y ai vu surtout, c'est vraiment de l'organisation, un moyen de gagner du temps avec des petits trucs en fait. C'est ça que je trouve très bien, c'est que c'est du bon sens et de la pratique. Je peux t'en citer quelques-unes, si tu veux, des petits trucs, des petites choses, trucs et astuces. Par exemple, celle qui est assez connue, c'est si une action vous prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Plutôt que d'accumuler des petites actions au fur et à mesure, et puis on n'a jamais le temps, on est débordé par les petites choses. Et vous vous rendrez compte qu'une petite chose qui vous prend 2 minutes ou moins, si vous le faites tout de suite, c'est un soulagement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a plus à faire. Et finalement, ça nous a pas perturbé plus que ça dans notre déroulement de journée, quoi. Des choses toutes bêtes, supprimer les notifications de messagerie, ne pas commencer sa journée en consultant les emails, parce que sinon on peut pas être parti pendant 3 heures à traiter des emails sans avoir rien fait de concret. Et puis surtout, on se rend compte que des fois les sujets se traitent tout seuls entre temps. Et puis toujours dans les emails, parce que c'est quelque chose quand même qui est assez important dans la vie professionnelle actuellement, c'est partir en fin de journée avec tous ces emails de la journée traités.
Et quand la nuance qui est importante, c'est que traiter, ça ne veut pas dire régler. Et ça, c'est une grosse nuance, c'est juste de savoir, j'en ai pris connaissance et je les ai classés entre justement action immédiate, action avec échéance, à déléguer, à lire plus tard, pour information, etc. Mais on a en soi toutes ces informations qui ont été traitées. Et puis, le dernier outil, moi, qui me sert énormément, c'est de noter tout ce qui nous passe par la tête, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir s'y référer ultérieurement et pas occuper son cerveau involontairement en permanence. Donc moi, j'ai beaucoup de calepins pour des projets professionnels, pour des projets associatifs, pour des projets personnels. J'ai un dictaphone auquel je me réfère quand j'ai une idée. Je l'enregistre tout de suite et puis je reviens dessus en fin de semaine. Tous les vendredis, j'ai ma petite habitude de réécouter tout ce que j'ai enregistré dans mon dictaphone, et puis il y a des choses que je garde, des choses que je garde pas, mais il y a des choses que j'avais oubliées aussi entre-temps. Alors que si je les avais pas enregistrées quelque part, je les aurais perdues. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, et tout ça, ça me vient de ce livre, Getting Things Done, qui permet pour moi de prendre en main les rênes de mon organisation, d'être plus en position de choisir que de subir en fait. Et après, au niveau concret, donc tu as parlé d'un dictaphone, quels sont les outils qui te permettent justement d'appliquer et peut-être de personnaliser cette règle de David Allen? J'utilise des outils de prise de notes. Pendant longtemps, j'ai utilisé Evernote, maintenant j'utilise OneNote. Dans mon téléphone, j'ai mis en place un système avec l'outil Pocket. Je ne sais pas si vous connaissez Pocket. Toi et les auditeurs, mais qui permet de, quand on a un article qui nous paraît important mais qu'on n'a pas le temps de lire tout de suite, de se l'enregistrer pour lire un petit peu plus tard à tête reposée, des fois même de manière déconnectée pour éviter d'être sollicité par les notifications, etc. Ce qui me permet de toujours pouvoir m'y référer, et avec l'avantage des outils numériques, c'est que ils ont des outils de recherche, des petits moteurs de recherche internes qui permettent que, avec des mots-clés, on retrouve facilement ce qu'on était en train de chercher, ce qu'on avait enregistré à un moment, etc. Et vraiment, cette approche-là, moi, ça fait 8-9 ans que j'ai dû lire ce livre-là, et que ça a vraiment, objectivement, c'est un mot qui peut paraître un peu grandiloquent, mais ça a vraiment changé ma vie, parce que ça m'a permis de pouvoir avoir l'esprit plus concentré sur certaines idées que je m'interdisais jusqu'à présent, faute de temps. Et c'est ça qui m'a, je pense, au bout d'un moment, fait germer cette idée que je pouvais me lancer dans l'entrepreneuriat en tant qu'indépendant, quelque chose qui était pour moi impensable il y a une dizaine d'années, quoi, parce que j'avais toujours l'impression que j'y arriverais pas, je serais débordé par les diverses tâches, etc. Et maintenant, j'arrive à bien mener de front mes divers projets, qu'ils soient professionnels, associatifs, personnels, familiaux, voilà. D'accord, donc c'est cette méthode-là, enfin c'est ce schéma, c'est cette méthode, oui, qui t'a aidé aussi à te lancer finalement. Et comment t'as fait justement pour passer justement d'une méthode théorique à une application qui t'a amené vers un changement de vie et un lancement d'une activité toute nouvelle? Alors ça, je pense que ça s'est fait, quand je parlais de germer tout à l'heure, c'est vraiment, ça s'est fait petit à petit en fait. C'est pas un déclic du jour au lendemain, c'est-à-dire que maintenant, 8 ans après, j'ai plein de choses qui sont en place, qui fonctionnent, mais j'ai un peu tâtonné au début, c'est-à-dire que tous les outils que je viens de te citer là, il y en a que j'ai gardé, il y en a d'autres que j'ai perdus, que j'ai utilisés. J'utilise aussi les méthodes Kanban, Trello, tu vois, pour avoir mes avancements de projet, etc. J'utilise pas mal d'outils, mais il y en a certains qui à l'usage me parlent moins, et en fait, je suis pas forcément justement un adepte des méthodes toutes faites, tu vois, un peu le dogme où on te dit tiens, applique ça, et puis si tu suis la recette, en fait, ça va marcher. Non, parce qu'on est tous différents, on a tous une sensibilité différente, un rythme différent, des aspirations différentes, etc. En lisant plusieurs livres de méthodes, finalement, ou de podcasts que j'écoute, comme le tien, ou d'autres d'ailleurs, je prends ce qui m'intéresse, je laisse ce qui me convient pas, et puis au fur et à mesure, je m'approprie les techniques et bonnes pratiques, et puis finalement, j'ai ma méthode à moi qui émerge. Donc, quand je te disais, finalement, c'est la colonne vertébrale, mais finalement, je l'applique pas dans son intégralité, les préceptes de David Allen. Il n'y a pas de solution miracle, c'est à chacun de se la construire, en fait. J'espère que ça vous a plu, vous avez déjà entendu certaines choses dans le premier numéro de l'huile dans les rouages, mais peut-être que ça vous a donné envie de découvrir ce livre, Getting Things Done, qui m'avait particulièrement marqué. Pour conclure cet épisode, je vous propose encore une fois de me suivre sur les réseaux sociaux, de l'huile dans les rouages, vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes et me retrouver sur le site de l'huiledanslesrouages.fr. Et par ces moyens, vous pouvez me répondre, me poser des questions sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag DLHDLR pour de l'huile dans les rouages, ou directement sur le site de l'huile dans les rouages. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à partager ce podcast, et vous pouvez éventuellement également laisser 5 étoiles et
un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne journée.